Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver sur le nazisme n'est pas exempt de points Godwin, là, mais de toute façon, ça se voit dans une discussion, ça. Il y a une différence à te dire, tel aspect du nazisme, je trouve qu'il est mal traité dans l'article pour X, Y raison, puis on voit bien, c'est les néo-nazis qui ont pris contrôle de l'article. On le voit, ça, dans la discussion. Est-ce que c'est des administrateurs qui cherchent les discussions pour voir si quelqu'un parle de nazi ou quelqu'un de nazi, ou si c'est des bots qui ont été programmés pour vérifier si quelqu'un dans une discussion commence à parler de nazi? Oui. Les administrateurs ne sont pas suffisamment nombreux pour voir tout ce qui se passe. Mais inquiète-toi pas, vu que tout est public, quand vous travaillez sur Wikipédia, tout est public. Tout est visible. Il y a toujours quelqu'un qui t'a soufflé. Ou ne serait-ce que la personne qui t'a traité de nazi. Elle va aller dire aux autres, pas fin, de traiter de nazi. OK. Là, l'autre va dire, t'es pas fin. Donc, tout est visible. D'ailleurs, c'est un des aspects qui est particulier. C'est un gros spotlight sur toi. Que tu sois un contributeur anonyme ou pas, tout ce que tu fais, c'est disponible. Tout le monde peut le voir. Fait que si tu fais quelque chose de proche, tu sais, à un moment donné, peut-être tu ne seras pas repéré sur le coup. Mais à un moment donné, tu vas intervenir ailleurs, sur l'article de Jean Tremblay. Puis là, la personne de la ville de Jean Tremblay a dit, il est bien critiquant Simon Villeneuve, mais regardez ses contributions. Puis là, à un moment donné, il va voir une affaire que tu as faite de proche un peu. Puis là, il va aller bavasser aux administrateurs. Il va dire, hey, Simon Villeneuve, il a fait telle modification, vous devriez le punir ou l'avertir. Puis là, les administrateurs disent, hey, Simon, je sais pas. Puis là, tu fais, bon, j'aurais pas dû écœurer, j'aurais pas dû écrire sur Jean Tremblay, parce que là, il marque. Donc, on a un peu l'idée. Un des 5 principes fondateurs qui est assez fascinant et qui fait en sorte que moi j'adhère encore à ce projet-là, c'est que Wikipédia n'a pas d'autres règles fixes que les 4 principes fondateurs précédents. Parce que ce qu'on remarque, c'est que dans toute institution, la bureaucratie devient de plus en plus lourde avec le temps. Puis à un moment donné, ça paralyse complètement l'institution. Quand tu as fait trop de règles, tu as fait trop de... À un moment donné, il n'y a comme plus d'espace de manœuvre. Alors que dans Wikipédia, on est conscient à un moment donné, bien qu'il faut le rappeler à quelques utilisateurs de temps à autre, on est conscient qu'il ne faut pas alourdir trop les règles et les manières de faire. Sinon, à un moment donné, on va s'attendre à ce que tout le monde connaisse les 300 règles et 150 recommandations d'écriture, puis on n'aura plus personne qui va vouloir contribuer ou qui va être capable de le faire. Fait que ça, il faut le rappeler une fois de temps à autre, là, parce qu'il y a certains contributeurs qui sont assez légalistes, là, puis qu'ils veulent faire des règles à tout bout de champ. Là, tu le dis. Règles de savoir-vivre, projet sous licence libre, neutralité de point de vue, une encyclopédie là-dessus. Le reste, cas par cas, on essaie de limiter les règles. Pourquoi Wikimedia? Donc, une autre image, je pense, qui est pertinente de vous montrer ce matin, c'est que Wikipédia, c'est une encyclopédie. Mais il existe d'autres projets de savoir libre qui sont hébergés par la Wikimedia Foundation, puis qui sont illustrés par les logos ici. Donc, vous reconnaissez celui en haut à gauche. Y en a-tu d'autres qui vous sont familiers, d'autres logos dans ce... Wikisource? C'est Wikisource ici. Oui. Wikisource, c'est une bibliothèque numérique. Alors, encyclopédie, bibliothèque libre. Encyclopédie libre, bibliothèque libre. Entre autres, là, si à un moment donné, un de vos profs de littérature vous dit de lire Don Quichotte. Don Quichotte est entièrement disponible sur Wikisource. Admettons qu'il vous demande de lire Émile Nelligan. Toutes les œuvres d'Émile Nelligan sont entièrement libres sur Wikisource. Dans le fond, tout ce qui est libre, le droit d'auteur. Voilà, tous les livres qui sont libres, mais selon la loi européenne, parce que tout comme l'heure est ajustée pour le plus grand nombre de francophones, la législation qui est appliquée sur le site est adaptée au plus grand nombre de francophones. Alors ici au Québec, c'est 50 ans et plus que l'auteur doit être mort pour qu'on mette son œuvre, mais en France, c'est 70 ans. Alors par exemple, Albert Camus, il est du domaine public au Canada, mais il n'est pas du domaine public en France. Donc tu peux diffuser son œuvre au Canada, mais tu ne peux pas diffuser son œuvre en France. Donc, il existe une autre bibliothèque numérique qui est 100% régionale ici, ben non, pas 100%, mais en tout cas qui est d'origine d'ici, qui s'appelle les classiques des sciences sociales. Puis Albert Camus, c'est des œuvres qui diffusent aussi. Mais on ne peut pas les mettre sur Wikisource, parce que ça ne fait pas 70 ans et plus que M. Camus est décédé. Alors, admettons qu'il
font lire, des fois en philo, le mythe de Sisyphe, en littérature, ben, ils sont tous disponibles sur les classiques des sciences sociales. Vous tapez Albert Camus classique dans Internet, vous allez tomber dessus. Si la personne est décédée depuis 50 ans et que quelqu'un d'autre rachète les droits d'auteur, oui, ça demeure compliqué. Dans le sens que, par exemple, Walt Disney, il y a l'exemple de Walt Disney aux États-Unis, où là, la compagnie fait de très fortes pressions pour étendre le droit d'auteur, parce que Walt Disney, ça commence à faire longtemps qu'il est mort. Là, la compagnie n'a pas envie que Mickey Mouse, tous ses amis, deviennent du domaine public, et que n'importe quel ado dans son sous-sol puisse faire un film d'animation de Walt Disney, diffusé en ligne, et avoir 150 millions de vues sur YouTube. T'sais. Et ça, tout à fait gratuitement. Alors, donc, c'est au cas par cas. Par exemple, chez Camus, là, il y a une œuvre qui a été travaillée par son éditeur en 1994, ou en affaire de même, qui n'était pas possible de mettre en ligne. Et Anne Frank, il y a un problème là-dessus aussi. Anne Frank est rendue dans le domaine public, le journal d'Anne Frank, mais son père aurait fait, ou en tout cas l'éditeur mousse le fait que son père aurait fait des modifications dans le... Puis son père est décédé bien après elle. En fait, son père aurait retiré certains passages. Le retrait de ces passages-là Constitue un travail statut d'auteur. Qui fait en sorte que lui est décédé bien après sa fille, qui fait en sorte qu'on arrive plus ou moins à mettre Anne Frank dans le domaine public. Un autre exemple, Le Petit Prince. Il est-tu mort ou il n'est pas mort avec Exupéry en 1947? Je pense 45. Il est-tu mort ou il n'est pas mort? Ben, moi, je me dis, c'est pas compliqué. S'il n'est pas mort, ben, il viendra nous réclamer ses droits d'auteur. Ben, il faut que sa famille prouve qu'il n'est pas mort, pour réclamer des droits d'auteur sur son œuvre. Donc, bref, il existe des sites qui donnent accès au Petit Prince ou à d'autres œuvres d'Antoine de Saint-Exupéry, même si on ne sait pas quand est-ce qu'il est mort, finalement, pour de vrai. Très probablement au cours de la Seconde Guerre mondiale. Attendez un peu, il y avait d'autres mains, si ça vous dérange pas. Est-ce que c'est possible de léguer les droits d'auteur en contestant? Oui, à quel point, là, peut-être qu'il y en a dans mes collègues qui s'y connaissent mieux que moi, mais par exemple, si je reviens sur les classiques des sciences sociales, je connais relativement bien cette bibliothèque numérique-là. Elle, il y a des auteurs qui ont littéralement dit « je veux te donner mes droits d'auteur », mais des fois, c'est embêtant parce que souvent, les éditeurs vont faire signer des contrats aux auteurs qui donnent la gestion des droits exclusifs à un éditeur. Fait que là, ça va dépendre de la maison d'édition. Il y a des maisons d'édition qui sont plus ouvertes que d'autres. Il y a des maisons d'édition qui ne veulent rien savoir. Alors, ici, je vous parlais de la bibliothèque numérique libre, mais il y a une panoplie d'autres projets. Et si vous voulez savoir vers quoi on s'en va tranquillement, le Wikipédia, vous commencez, vous l'utilisez depuis plusieurs années, depuis que vous êtes au début de vos études à peu près. Mais quelque chose qui est en train de prendre rapidement de l'expansion et de plus en plus de place, c'est le code barre ici, là, qui est le logo de Wikidata. Donc, attendez-vous dans les prochaines années à entendre de plus en plus parler de Wikidata. C'est quoi l'équivalent ou c'est quoi la place de ce projet-là là-dedans? C'est que Wikidata, c'est une base de données libres. Ce n'est pas une encyclopédie, une bibliothèque, ni un dictionnaire, mais c'est une base de données libres. Là, il y a... Comment? Wikidata. Epic Data, je ne sais pas c'est quoi. Les données massives. Comment? Non, le Big Data. Ah, le Big Data? Il y a des liens. Ben, ça fait partie. Le Big Data, de ce que j'en comprends, encore une fois, on me corrige. Là, le Big Data, c'est vraiment le fait qu'au cours des dernières années, entre autres avec les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et autres, on est capable d'aller chercher une quantité incroyablement grande d'informations chez les gens. Donc, puis ce qui arrive, c'est que ça, c'est nouveau. Puis on n'a pas nécessairement tant d'outils que ça qui arrivent à l'exploiter relativement bien. Mais oui, Wikidata fait partie du Big Data parce que tu as à peu près 40 millions d'éléments sur Wikidata. 2 millions, on approche 2 millions sur Wikipédia en français d'articles. Il y en a 40 millions sur Wikidata. Puis au niveau de la grandeur du nombre d'éléments, les deux qui s'ostinent présentement, c'est pas mal Wikidata puis Wikimedia Commons. Wikimedia Commons, c'est une banque de fichiers multimédia libres. Des images, des vidéos, des sons. Donc, ils sont une banque de fichiers multimédia libres. Eux autres aussi tournent aux alentours de 40 millions d'éléments des deux côtés. Kim, tu pourrais peut-être
Léakim était une grande contributrice. Ouais, je peux peut-être parler rapidement de Wikimedia Commons. Quand on parle de contribution, parce que c'est quand même un peu le cœur du sujet aujourd'hui, on vient vous présenter qu'est-ce que c'est Wikipédia, les différents projets Wikimedia, mais aussi peut-être vous inciter ou en tout cas au moins démystifier c'est quoi la contribution à ces projets-là. Il y a toutes sortes de façons de contribuer. On a parlé, il y a des gens qui ont des talks qui vont corriger des erreurs. Bon, j'avoue, des fois, j'en fais partie. Je regarde une série sur Netflix, puis je m'en vais corriger des erreurs. Mais aussi, à travers Wikimedia Commons, moi, c'est là que je suis partie beaucoup en déposant des images. Tu nous donnes un exemple? Ben, je peux donner un exemple rapidement. Si vous cherchez Michel Tremblay, par exemple, il n'y avait aucune photo de lui sur sa page Wikipédia. Je disais, ça n'a aucun sens que Michel Tremblay n'ait pas de photo sur Wikipédia. Donc, la semaine dernière, je suis allée au Salon du Livre, j'ai dit « Bonjour, M. Tremblay. Vous n'avez aucune page en Creative Commons. Vous n'avez aucune image, pardon, je vais vraiment perdre la voix. Vous n'avez aucune image disponible pour illustrer votre article parce que les images qui existent de vous sont sous copyright. Il n'y a pas d'image de vous, par exemple, en Creative Commons qui permettrait de le mettre sur Wikipédia. Donc, j'ai fait son portrait pour pouvoir l'ajouter à la page Wikipédia, mais aussi ça la rend accessible, cette image-là, pour pouvoir être réutilisée selon la licence, donc en Creative Commons, mais à des fins commerciales aussi. Un journal étudiant pourrait l'utiliser pour illustrer un article sur un livre, une critique. Donc, c'est le genre de contribution qui est possible aussi. Wikimedia Commons, c'est comme une grande médiathèque où on peut mettre photos, vidéos, extraits sonores. On va voir par exemple les cris des oiseaux ou des photos en tout genre. Je suis en train de fouiller un peu les contributions de Léakim pour vous les montrer. Jean-Marie Lapointe ici. Ça sent moins bien sur l'écran. Oui, c'est ça, au Salon du Livre, donc je me suis promené un peu, puis j'allais voir les pages Wikipédia de certains auteurs ou artistes qui étaient présents. Puis quand je voyais qu'il y avait une photo vraiment moche, j'allais voir la page de Jean-Marie Lapointe avec l'historique, bien sa photo n'était pas géniale, c'était une photo de lui en entrevue, en train de parler dans un micro pris de loin. Donc je lui montrais, je disais on pourrait avoir une meilleure photo que ça. Puis en faisant la photo. Est-ce que ça, c'est libre de droit? C'est-tu indiqué? En Creative Commons, donc libre de certains droits. Donc la licence qui est utilisée sur Wikimedia Commons, comme sur Wikipédia, c'est le Creative Commons by Share Alike qu'on appelle, donc citer l'auteur, la source, et utiliser la même licence. Donc on ne pourrait pas le mettre en copyright. Ah oui, t'en as vraiment. T'as un beau tableau de chasse, là. Il y a la ministre de la Culture aussi. Oui, je note ça d'ailleurs. Sociale quand tu es là-dessus. Ben aussi, oui, tout à fait. Si on fait une recherche avec Michel Tremblay dans Google Images, une des premières images qui sort, c'est celle de Wikimedia Commons, donc ma photo, parce que c'est vraiment très bien référencé. On parlait de la ministre de la Culture, ça c'est intéressant parce que je l'ai croisée au salon, puis j'ai pu lui parler de l'importance des bibliothèques, des bibliothécaires, et prendre sa photo que j'ai modifiée sur sa page Wikipédia. Puis depuis environ une semaine et demie, on est un peu dans une guerre d'édition avec son attaché politique qui essaie de changer sa photo de profil sans arrêt, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup la photo que j'ai faite. Donc sur sa page Wikimedia, il n'arrête pas de mettre une photo qui est une photo de l'Assemblée nationale, mais sans citer l'auteur de la photo, sans dire qui est le photographe, puis sans parler de la licence non plus. Donc probablement que cette photo-là est sous copyright, il n'y a aucune mention. Donc moi j'annule la modification, il remet la photo, je propose la photo à suppression, il reverse la photo. Donc on va voir comment ça va évoluer, mais c'est un petit challenge aussi. Là, le matin je m'en vais voir, il a remis sa photo. Donc la photo est revenue, mais si tu allais voir dans l'historique, tu vas voir qu'il y a eu un petit jeu de... Un type de semi-guerre d'édition. Ouais, c'est ça. Donc annulation de la modification, il remet la photo, il retire, puis souvent il va utiliser son adresse personnelle, son compte personnel pour téléverser la photo et une adresse IP pour faire la modification. Moi, j'aurais une question à vous poser. Quand vous utilisez Wikipédia, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà cité Wikipédia dans un travail, par exemple? Oui, ok, c'est bon. Pas beaucoup de monde. Est-ce que c'est parce que vous auriez trouvé de bon ou c'est parce qu'on vous a dit de pas le faire? Ou on vous a dit de pas le faire? Okay, est-ce qu'on vous a dit pourquoi ne pas le faire? Il faut citer la personne, mais c'est qui a fait l'article de Wikipédia? C'est ça, qui est écrit les sources en bas d'habitude. C'est un enjeu. Oui. Ce qu'on nous dit d'habitude, c'est ça, c'est d'aller voir sur Wikipédia pour se faire une idée du sujet.
Puis si on va en connaître plus, ben, si on s'en va sur Google, on se trouve des sources qui ont de l'allure, ben, si on s'en va en bas de la page pour trouver les sources, puis aller lire Pour te montrer une les ligue. sources. Donc, admettons que tu voulais lire un article. Admettons que tu veux te renseigner sur un sujet, tu vas aller sur la page Wikipédia, tu vas lire l'article un peu, ou tu vas utiliser, c'est ce que tu me dis, tu vas utiliser les références qu'il y a en bas. Vous n'êtes pas vraiment allé sur Wikipédia de juste s'en servir comme un outil pour se faire une idée du sujet. Une porte d'entrée. Puis après ça, d'aller voir peut-être les sources en bas, ou ben, de continuer notre recherche sur Google ou bien sur des outils de la bibliothèque. Un article de qualité en même temps. Ouais, moi c'est un peu ce que je ferais. Oui, on pourrait parler un peu de la notion d'article de qualité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, des fois en haut des articles, il y a une petite étoile. Vous lisez un article de qualité. Est-ce que vous avez déjà vu ça sur un article Wikipédia? Oui. Sur quel article vous avez vu ça? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup que ça. Joueur d'hockey. Les ligas, ouais, joueur d'hockey, ça pourrait être le cas. Les ligas, ça en est un. Mais si tu cliques sur un article de qualité, parce que quand il y a un lien bleu, ça veut dire qu'on peut cliquer dessus. Donc, c'est quoi un article de qualité selon Wikipédia? Qu'est-ce que ça nous dit? Il est bien écrit, complet, argumenté, neutre, OK, conforme à des conventions de style. Donc, finalement, ça, c'est vraiment un article encyclopédique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaie de comprendre tout ce qui est important, tout ce que les chercheurs, tout ce que les journalistes crédibles, tout ce que, finalement, qui est important sur Néligan, par exemple. On essaie de le mettre là et de l'arranger pour que quelqu'un qui veut comprendre Néligan va avoir accès à l'information la plus fiable sur cet auteur-là. Mais on pourrait aller sur... Là, on est où? On est sur le... On est dans tous les articles de qualité. Il y en a à peu près 1634 articles qui sont reconnus de qualité sur Wikipédia. Au Québec, à votre avis, là, ou dans la région, on a un article qui n'est pas de qualité, mais qui est un bon article. Donc, un article d'une qualité légèrement moindre, mais on a un bon article sur quelque chose qui est lié à la région. Est-ce que vous avez une idée? Le bleuet, on aimerait bien, mais non, c'est l'abbé, les amis. L'abbé? Oui, pourquoi c'est l'abbé? Probablement qu'il y avait un contributeur, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les articles de qualité ou les bons articles, ils sont portés par des contributrices et des contributeurs qui sont passionnés par un sujet. Nous, on est chanceux sur Wikipédia en français, on a la plus grande contributrice de qualité de toutes les langues. Elle s'appelle Amélie Tsag-Valren. Elle a créé au-delà de 150 à 200 articles de qualité et bons articles. Mais elle, Amélie Tsag-Valren, elle traite sur deux choses. Les chevaux et la mythologie. Et tous les articles qu'elle a faits de qualité et tout ça, c'est sur des chevaux puis des êtres mythologiques. Donc elle, c'est son dada. Puis elle a fait à peu près 150 à 200 articles. On appelle ça des articles labellisés, quand c'est soit un bon article, une étoile argentée, ou un article de qualité, une étoile jaune. Alors, dans la région, nous, on a la baie. Au Québec, on est chanceux, on a un contributeur qui tripe sur l'énergie ou Hydro-Québec. Concernant l'information sur Hydro-Québec, c'est assez bien fait, les articles. Entre autres, Réservoir de Cagna-Pisco, qui est un article de qualité ou bon article, qui est très bon. Hydro-Québec aussi. Comment tu fais pour passer de bon article à article de qualité? C'est quoi qui... il existe à peu près 5 ou 6 niveaux de développement des articles. Alors, au départ, le niveau 0, c'est ce qu'on appelle l'ébauche. C'est un article que, je pense que vous avez jusqu'à 10h30. Hein? Maximum. Maximum, là, donc il est à peu près, il nous reste une demi-heure au max. Là. Je vous montrerai peut-être tantôt la création d'un article qui va être une ébauche. Plus 20 minutes, parce qu'il faut qu'il y ait à d'autres. Il faut qu'il y ait ailleurs et tout. Là. Ben, si vous voulez que je vous le montre, là, on verra comment ça ira. Mais bref, le niveau 0, c'est l'ébauche. Tu écris une couple de paragraphes. Bon. Après ça, tu as le bon début. Après ça, tu as le niveau d'avancement avec le niveau d'avancement A. Puis les deux derniers niveaux d'avancement des articles, c'est bon article et article de qualité. Ces deux niveaux-là, pour être obtenus, il faut que tu passes au travers d'un vote communautaire. Un peu comme le statut d'administrateur, il faut que tu aies un vote communautaire. Ben, pour reconnaître la qualité d'un article, il faut un vote communautaire de la communauté. Puis là, toutes les personnes qui stickent sur des petites choses de mise en forme, il faut être solide. J'ai vu des professeurs universitaires se péter les dents à vouloir créer un bon article ou un article de qualité, mais ils connaissaient mal le système. Puis là, les gens ils disaient non, il y a trop de virgules ici, la référence là est mal prise.
Mais finalement, en tout cas, lui, chien en tête, il a persévéré, puis là, il a vu un peu comment ça fonctionnait, puis il a réussi. Là, il nous en pond des bons, là, il nous a fait des ligands, puis là, dernièrement, il a fait Molière.